Merci Gilles d'être avec nous, d'avoir écouté ces phrases dites par tous ces petits princes. Je pense que ça fait partie des nombreuses interrogations d'avenir et de gouvernance. Gilles Boeuf est un éminent biologiste de réputation mondiale qui a été pendant 7 ans le président du Muséum national d'histoire naturelle, professeur à la Sorbonne, professeur émérite au Collège de France et puis professeur invité au Collège de France, je vais y arriver. Et vous êtes au conseil scientifique de l'Agence française pour la biodiversité. Derrière cette petite hésitation, en fin de compte, on va retenir le mot biodiversité, un mot très très important parce que, Gilles, vous défendez l'idée que nous sommes tous liés. De la petite cellule à l'être humain que nous sommes. Et alors vous avez une théorie qui est peut-être un peu à l'origine de notre discussion, c'est que quand on agresse le vivant, nous nous agressons nous-mêmes. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ? Tout à fait. Merci, bonjour à tous. J'écoutais nos jeunes tout à l'heure qui parlaient de diversité biologique. Moi, j'avais 8 ans, un petit garçon, élevé à la pointe de la Bretagne, en Finistère, quand j'ai décidé de devenir chercheur en biologie. Et puis j'avais ça dans le crâne depuis toujours, et puis je n'ai pas changé, quelques dizaines d'années après. Et je me bats pour cette question, cette nature qui nous entoure. Quand je suis en Inde et que je fais une conférence, ça fait 4000 ans qu'ils savent ce que je vais vous raconter pour le démarrage de mon introduction ici. En Europe, je dois le répéter en permanence. Nous sommes la nature. Nous sommes la biodiversité. Nous sommes le vivant. Nous ne mangeons que cela et nous ne coopérons qu'avec cela. On va démarrer sur les images, si vous me les passez. Un bébé humain à la naissance est 3/4 d'eau. 3/4 d'eau. Et qu'est-ce qu'on fait ? On lave notre bagnole avec ? L'irrespect est partout et total. Cette eau est vraiment l'essence même du système de la vie. On peut avoir la première image, là ? Si on peut nous envoyer la première image. Oui. En fait, l'eau, c'est la vie depuis le démarrage. Quand la Terre se forme, c'est une planète qui n'a pas été capable de garder beaucoup d'eau. En fait, cette eau, elle est venue de l'espace. Ce sont des bombardements de milliards de météorites entre 4,6 et 4,2 milliards d'années, 4200 millions d'années, que cette eau est arrivée. Par petites particules à chaque fois, petites fractions d'eau, et cette eau, elle a formé l'océan. Et la vie apparaîtra dans l'océan. Alors, je vous ai mis ici quelques images d'écosystèmes récents. Le plus riche au monde en nombre d'espèces ramenées à la surface, c'est l'Amazonie, c'est la France, c'est la Guyane. Là, vous avez un camp de recherche du CNRS sur lequel j'ai beaucoup travaillé. On peut trouver peut-être 50 000 espèces au kilomètre carré, dans les sols, dans la forêt tropicale. Et l'équivalent marin, il est là, c'est le corail, toujours la France, la Nouvelle-Calédonie. Là, vous avez dans le récif du Grand Sud 5 à 6 000 espèces vivantes par kilomètre carré. 600 espèces de poissons sur un carré de 1 km, 400 espèces de corail. Et ce qui nous inquiète aujourd'hui, c'est la façon dont l'humain se développe. Je vous ai mis ici une ville choisie, Shanghai, la moitié des Français, dans la même ville. Et je vous ai mis ici une raison d'inquiétude. Ces 2 courbes dont on discute en ce moment à Madrid, j'y étais la semaine dernière, 2 courbes qui s'arrêtent le 25 septembre 2019. C'est hier, hein. On nous dit, voilà, la température arrive aujourd'hui à 1,5 degré. Ce qu'on s'était fixé à la COP21, c'est déjà atteint aujourd'hui. Température d'augmentation de la surface de l'océan et de l'air. Et ça, c'est la remontée du niveau de la mer. Pour un marin comme moi, c'est extrêmement important. La mer remonte 3 fois plus vite qu'il y a 18 ans. Alors voilà, c'est la raison de nos intranquillités. Pourquoi est-on intranquille ? Regardez comme on est bien ce matin ensemble, là. Il y a quelques soucis à l'extérieur qui montrent que les questions sociales sont essentielles dans ces questions d'environnement et d'écologie. On sait qu'on va manger à midi, qu'on mangera demain, ce qu'on va donner à manger à nos enfants. Il y a plein de régions dans le monde où on ne sait pas ça. Et en fait, on est intranquille aussi parce que le vivant s'en va. Je vous ai mis un petit symbole pour moi. C'est une petite grenouille que le grand Charles Darwin trouve dans la Patagonie, dans la forêt des grands arbres araucaria qui vivent entre 1000 et 3000 ans. Il trouve cette grenouille à la fin de son périple en Amérique du Sud. Il la met dans un bocal et puis elle va à Londres. On l'oublie pendant 120 ans et puis on la retrouve. Tiens, une grenouille, on ne la connaissait pas. Tu as vu, c'est Darwin qui l'a trouvée. Donc on l'appelle à l'époque Rhinoderma darwini. Eh bien, elle s'en va, ma Rhinoderma darwini. Tous les jours, elle s'en va un petit peu plus parce qu'on coupe tous ces arbres géants de la Patagonie pour mettre à la place des pins et des eucalyptus qui n'ont rien à faire là, pour faire des cajots. Ça, c'est le comportement humain absolument partout. Et la seconde inquiétude, c'est le Groenland, j'y étais cet été, qui est en train de fondre allègrement. Donc, c'est vrai qu'on est dans un système où finalement, nous avons nous-mêmes créé des désordres qui commencent à nous perturber.
Alors, quand on regarde le système, ça ne marche pas là-bas. Il faut le passer à la main dans ce cas-là. Vous appuyez sur le bouton. Voilà. Ça, c'est simplement l'univers. Il y a 14 milliards d'années. Les éléments lourds de la chimie vont apparaître, la suivante. Et là, en fait, c'est vrai que l'océan va se former. Et puis l'océan a une composition très très stable. Depuis au moins 100 millions d'années, c'est la même composition, la suivante. Ça, c'est intéressant, c'est une météorite qui tombe près de Toulouse. On est en 1864, ce caillou tombe du ciel. J'ai retrouvé les coupures de journaux de l'époque qui disent que Toulouse, cette nuit-là, est illuminée par une pluie d'étoiles. Et voilà la différence entre un humain et un non-humain. Un humain, un brave paysan du Gers, ramasse un fragment de la météorite. Il fait 11 kilos. Il est dans les collections du Jardin des Plantes à Paris. Aucun animal ne l'aurait ramassé. Quand on dit quelle est la différence humain-animal, voilà, l'animal ne ramasse pas un fragment de météorite. Puis on l'oublie dans une caisse à oignons pendant 120 ans. Et en 2005, des randonneurs qui passent disent au paysan, qui est son arrière-petit-fils, ton caillou, tu sais, c'est pas un caillou ordinaire, c'est une météorite. Oui, l'arrière-grand-père s'était brûlé. Et nous, on va l'analyser à rue Buffon, à Paris, avec nos nanosondes. Et c'est le rôle de la science. Ce caillou est moche comme tout. Hein. C'est pas une belle gemme, c'est pas un diamant, c'est pas une pépite d'or. Hein. On va le regarder, même moche, et on va raconter son histoire. Et c'est mon rôle, je suis un raconteur d'histoire, basé sur de la science. On va le dater. 4-6. Ce caillou est contemporain de la mise en place de la Terre et du Soleil. Il est dans une collection, dans un musée, ce caillou. Il raconte une histoire. Et l'histoire, c'est celle de l'océan. Ça, c'est un estuaire ici. Alors, celui-ci, il est pris à Madagascar. On aurait pu le prendre ailleurs. Hein. Là, vous avez l'eau douce. Là, vous avez l'eau de mer. Et ça, c'est quoi? Cette eau entre les deux, ben, regardez. Ça, c'est quoi? C'est votre sang ce matin. S'il y a des médecins dans la salle, ils le savent bien. Pourquoi dans notre sang, nous avons du sodium, du potassium, des chlorures? C'est l'océan. Le corps humain raconte dans son cerveau, dans son sang, dans ses cellules, l'histoire de l'apparition de la vie dans l'océan ancestral il y a un peu moins de 4000 millions d'années. C'est pour vous montrer la relation intime de l'humain avec tout le reste, de l'humain avec le non-humain, de l'humain avec le minéral. Vous avez fait des os, vous tenez debout. Un corail qui fait son squelette, une coquille d'œuf de poule, une coquille d'huître, c'est essentiel, cette relation entre le monde minéral et le monde vivant. Et ça, c'est le plus ancien fossile que l'on ait à Paris, des cyanobactéries datées à 3,45 milliards d'années, si vous me l'avancez. Voilà, Australie, 3,45 milliards d'années. Et les mêmes sur la suivante, eh bien, j'aurais très bien pu les ramasser ce matin, là, si vous me passez l'image. Voilà, devant, ici, l'hôtel de région, il y a une flaque d'eau. Il a plu. Dans cette flaque d'eau, il y a des cyanobactéries. Elles sont là depuis 3 milliards et demi d'années. Et tout le monde s'en fiche. On fait des parkings par-dessus, on fait pipi dans la mare. On a oublié que c'est l'essence même de la relation entre l'humain et le non-humain. Et juste ici, pour terminer cette histoire, on va rester sur nos cellules. La suivante, je passe, ça c'est des lichens qui sortent de l'océan. Ça ne marche pas bien. Vous me passez la suivante, s'il vous plaît? Voilà. Tara, on part en 2009. On fait un tour du monde, 2009-2013. Et on va séquencer toutes les cellules, tout le vivant de la superficie de l'océan, les 3 premiers mètres. Ces 3 premiers mètres de l'océan ont stocké, depuis les émissions de gaz à effet de serre, la Révolution française. James Watt invente la première locomotive, on est en 1784. Cet océan, il a stocké 93% de l'énergie en plus. Et regardez à quoi ça ressemble, ces petites cellules. Voilà, c'est ça. Ben, regardez ceci. On ramène 600 000 séquences nouvelles d'êtres qui n'étaient pas connus, qui viennent de la surface de l'océan partout. Et nous avons, en ADN, avec ces cellules de l'océan aussi anciennes, 1/3 de notre ADN en commun. Nous venons du même moule, du même système. Et ça répond à la question de Bernard quand il me disait, quand on agresse ce vivant, on s'auto-agresse. Si on admet ça, ça va tout changer. Au niveau de l'entreprise, c'est évident. Si chaque chef d'entreprise, en tant que citoyen et chef d'entreprise, se dit ça, il va changer son comportement. Il s'auto-agresse. Excusez le terme, c'est un peu stupide pour une espèce qui elle-même s'est appelée Homo sapiens. 1758, Carl von Linné, un Suédois, décide d'appeler l'humain Homo sapiens, l'homme qui sait, alors qu'il a déjà appelé des espèces Atrox, Ferox, Horribilis, Horridus, nous sapiens.
J'ouvre le journal ce matin ici à Lyon, je vous assure que quand je vois les relations entre les humains entre eux, entre les garçons et les filles pour commencer, on en parlait ce matin aussi avec Juliette, et entre les humains et les non-humains, je ne suis pas sûr que le terme de sapiens serait le premier qui me serait venu à l'esprit. Et simplement pour vous montrer ces relations, voilà, c'est quoi la biodiversité? C'est ça. Nous sommes 25 chercheurs sur une plage de Guadeloupe, il y a maintenant 7 ans, et on fait des trous. Mais des trous profonds à 5 mètres sous les fesses des touristes. Tous les gamins, vous êtes payés pour faire ça, des trous sur la plage. C'est quand même génial, votre boulot. Là, hein. C'est super bien. Hein. Et là, je vous ramène des espèces qui ne sont pas connues. Personne n'a fouillé à 5 mètres sous les fesses des touristes sur une plage de Guadeloupe. Alors, je vais vous choisir bien sûr des très jolis, mais je peux vous choisir aussi les moches. Le vivant, ce n'est pas que des jolies choses, c'est ça aussi. Alors, qu'est-ce que je fais? Si ce n'est pas que les jolis, comme on a vu juste avant, ou que les moches qui sont là, eh bien, c'est ça la biodiversité sur la suivante. Voilà, c'est ça la biodiversité. Et qu'est-ce que vous feriez sans cela? Vous mangeriez des cristaux de quartz? Vous mangeriez un morceau de schiste? Si nous détruisons le vivant, c'est ce qui va se passer. C'est quoi un Français et un Lyonnais en particulier sans son pinard, son pain et son fromage? Il n'existe pas. Autant les garçons que les filles d'ailleurs. Hein. Voilà pourquoi c'est essentiel. Nous ne mangeons que du vivant et nous ne coopérons qu'avec du vivant sur l'image suivante. Alors bien sûr, on s'est mis à élever des vaches. Alors c'est un exemple parmi d'autres. Beaucoup trop de vaches. 1,3 milliard de vaches aujourd'hui. 17 milliards de poulets. On assiste à un effondrement du vivant sauvage et une explosion du vivant domestique. Manger beaucoup moins de viande, bien évidemment. Et sur la suivante, vous verrez, ce livre est superbe, Jamais seul. L'histoire des arbres. Comment un arbre communique et vit avec les bactéries et les micro-champignons du sol. Nous ne sommes jamais seuls. Un corps humain, c'est autant de cellules humaines, les nôtres, que ces bactéries qui sont dans nous, sur nous. On en a plein les trous de nez, plein les oreilles. On est beau quand même. Hein. On ne serait pas beau du tout si on ne les avait pas dans notre estomac, dans notre intestin. Nous coopérons en permanence. Si on ne coopère pas bien, ça ne marche pas. C'est l'obésité, c'est l'autisme, c'est le diabète de type 2, c'est l'Alzheimer. Vous voyez que ce n'est pas des histoires d'écolo farfelues que je suis en train de vous raconter là. Ce sont des histoires essentielles de la relation viscérale, c'est le cas de dire, entre l'humain et ce vivant dont nous parlions. Et ce livre est superbe, qu'on a écrit il y a 2 ans, tous entrelacés. Nous sommes tous totalement entrelacés. Chaque matin, parce que vous y avez dormi, vous avez dans votre lit entre 1 et 2 millions d'acariens. Alors ça ne vous plaît pas, parce que quand on les regarde, ils ne sont pas très beaux. Sur nos critères à nous, ils ont des tas de poils, des épines et tout. Mais en fait, on a plus de relations intimes avec nos acariens qu'avec notre copine ou notre copain dans notre lit, finalement. Hein. Et mon histoire, elle marche, qu'on dorme tout seul ou à deux, ça marche très bien, mon histoire. Le matin, on se réveille avec 2 millions d'acariens. Voilà, c'est pour vous montrer en fait qu'en ADN commun, par exemple, je le disais hier soir, 1 tiers avec des microalgues, la même histoire du vivant. On a dit 2 tiers avec une mouche. Vous avez 2 tiers d'ADN en commun avec une mouche. 60% avec une banane. Alors, quand vous la mangerez la prochaine fois, vous aurez une tendresse pour la banane que vous allez croquer. 98% avec un chimpanzé. C'est pour vous montrer qu'on vient du même moule et que c'est absolument essentiel en pédagogie de raconter justement cette relation intime entre l'humain et le non-humain et le vivant. Si on ne suit pas ces préceptes-là, notre histoire n'aura pas de futur. Alors Gilles, on a bien compris la base et ce que vous dénoncez, ce qu'on vit tous, c'est ce déséquilibre, cet effondrement du vivant et l'augmentation de la température et on va dire, ce climat qui est complètement déréglé maintenant. Alors j'aime pas le mot déréglé parce que le climat n'a jamais été réglé. Il n'y a pas un Dieu supérieur qui règle le climat. On assiste à un changement climatique accéléré. Le climat a toujours changé. Quelques images, je vous montre ici par exemple des cellules de l'océan. Chaque goutte d'eau de l'océan est comme ça. Des milliards de virus, les petits points jaunes. Des millions de bactéries, les gros points jaunes. Et ici, les gros amas jaunes, ce sont des protistes, hein, mes microalgues dont je parlais tout à l'heure. Chaque goutte d'eau, c'est ça. Et l'océan, c'est 98% de ces micro-organismes qui font la base. Les baleines, les poissons, c'est que 2%. On va arriver. Ça, c'est un sol. On a tué la moitié des sols avec nos pesticides et insecticides. Jamais on ne nourrira 8 milliards d'hommes à coups de pesticides. Ce n'est pas possible. M'intéresse beaucoup la durée de vie en France en ce moment chez les femmes, parce qu'elles vivent plus longtemps que les garçons. J'ai plein d'amis dont la maman atteint 100 ans en ce moment. Donc ces femmes sont nées en 1920. Leur maman enceinte n'ont jamais mangé de pesticides.
Elles, bébés, n'ont pas mangé de pesticides. J'attends de voir combien de temps vont vivre les femmes nées après 1950. Et en ce moment, on voit le dramatique diminution des durées de vie chez les Américaines. Et ça va partout se passer comme ça. La légende de dire on est de plus en plus vieux, c'est faux. Parce qu'on est en train sans arrêt de créer des problèmes qui vont nous perturber. Un sol, c'est 2,5 tonnes de bactéries à l'hectare, 3,5 tonnes de champignons, des tardigrades, des vers de terre, des nématodes, des collemboles et des acariens. Et pour finir, voici un intestin de bébé humain. Voilà. Chaque bébé qui naît est comme ça. Rappelez-vous, il y a des mamans dans la salle. Hein. À quel moment votre bébé est en contact avec la vie de la Terre? Pas pendant la grossesse. Il est isolé au sein de l'amnios maternelle. C'est le moment précis de la rupture de la poche des os. À ce moment précis-là, les bactéries du vagin de la maman se précipitent de l'utérus et vont aller contaminer ce bébé. Un bébé humain met 2 années à stabiliser ces bactéries. 2 années. Et ça, on l'a complètement oublié. C'est ce que raconte Tara. Et puis ici, ben voilà vos acariens dans votre lit ce matin pour clore sur ce débat-là. Et donc en ce moment, on assiste à cet effondrement du vivant sauvage. Et ce climat qui change, lui, il change évidemment parce qu'on a créé des conditions qui font que, encore une fois, que le climat change, ça ne me gêne pas du tout. Ce qui me gêne, c'est qu'il change beaucoup trop vite. Alors, est-ce qu'il y a des solutions dans cette atmosphère très particulière dans laquelle nous vivons actuellement, Gilles? Je vais revenir à un poil d'histoire. Je parlais de Lucie tout à l'heure avec Juliette, que je suis allé voir à Addis Abeba. J'ai fait une caresse sur une phalange du squelette de Lucie. J'étais ravi, dans le musée d'Addis. 3,2 millions d'années, cette petite australopithèque. Elle raconte une histoire aussi, Lucie. À l'époque, imaginez sa vie quand elle devait chipper sur un cadavre de zèbre tué par des lions 2 semaines avant, sur lequel étaient passés les hyènes et les vautours, un petit morceau de viande pour qu'elle puisse survivre. Heureusement qu'elle a mangé de la viande, elle, sinon on ne serait pas là. Hein. Sans l'Afrique, nous ne serions pas là. L'humain est africain, et exclusivement africain. Et ce qui est clair aussi, c'est qu'à un moment, ils ont mangé ce qu'ils avaient sous la main, bien évidemment. Après, on a perdu nos poils, on a éclairci, pour certains d'entre nous. Et puis voilà, l'humanité s'est créée, bien sûr, comme ça. Et c'est intéressant parce que tout a changé quand on a arrêté d'utiliser ceci. Là. Ça s'appelle un biface. Voilà, ça. C'est le seul outil et la seule arme de l'humanité pendant 3 millions d'années. On n'a que ça, un caillou taillé, plus ou moins bien. On se l'échange, on se le passe de père en fils, on se le garde. Et puis, les polytechniciens de l'époque vont inventer à un moment, vers 10 000 ans, l'arme de jet. Je tue à distance. L'arc et la flèche, 8000, le propulseur, la lance, et ça va tout changer. L'horreur, c'est la poudre noire. 1250, on invente la poudre noire. C'est tellement facile. Et quand je vois ces gamins aujourd'hui à la frontière du Soudan et du Congo, qui ont tous des kalachnikovs, et qui me tuent tous, mes éléphants, je fais exprès de dire ça, mes girafes, mes grands singes, mes crocodiles, avec ces armes automatiques. D'ailleurs, ils ont violé toutes les filles du village d'à côté juste avant. C'est ça, cette pseudo-imagination de l'humain, cette domination. Et lorsqu'on a commencé à inventer ces systèmes-là, et puis aussi l'industrie par derrière, ça va créer un sentiment de domination. Et ils diront même, je ne joue pas à Dieu, je suis Dieu. Et c'est là que cette idée délétère de croire qu'on a été légitimement créé pour cela est catastrophique. Et ceci est lié à la courbe démographique. Hein. On était à peu près quelque chose comme 5 millions d'humains il y a 10 000 ans. Et nous arrivons aujourd'hui à 8 milliards. On a inventé les métaux, la poudre noire, les moulins à vent et à eau, la roue, les villes, les vaccins, les avions, les matières plastiques, les antibiotiques, les ordinateurs. Ceci explique la courbe incroyable de démographie que l'on vit aujourd'hui. L'humain est la rare espèce qui ne sait pas gérer sa démographie. Les moustiques savent le faire, les papillons savent le faire, les oiseaux aussi. On ne laisse pas la population exploser comme cela. Alors, dans les solutions, c'est clair aujourd'hui qu'il faut qu'on s'en préoccupe. Et pourtant, regardez, il fut une époque où l'humain était capable de vivre en harmonie. Avec mes collègues amérindiens Nabajos, hier, on discutait. J'ai eu la chance d'aller 2 fois à Chauvet, pas très loin de Lyon ici. Hein. C'est un grand privilège. On a le droit à 2 visites de 5 personnes 2 fois par an. Je suis avec Jean-Marie Chauvet, là. C'est l'original de Chauvet. Qui dessine comme ça? À quoi ça sert de faire des dessins au fond d'une grotte que personne ne verra jamais? Pourquoi on dessine sur un dessin qu'on a déjà fait avant? On fait un rhinocéros par-dessus un cheval. Ça, c'est extraordinaire. Qui sait faire des pupilles de lion? On est en France. Hein. Simplement vous dire qu'on arrête cette croyance actuelle de dire on ne sert que ce qui sert à quelque chose. Pensez à tout ce que vous avez fait depuis ce matin, qui ne sert absolument à rien, mais qui vous a apporté du bonheur et du plaisir. Venir m'écouter, par exemple.
Et c'est partagé. Et c'est là qu'il faut qu'on revoie nos évaluations de ce qui est le plaisir, le bien-être. On vit dans un monde d'immédiateté de la récompense. Et pour moi, le pire exemple que je pourrais vous en donner, c'est la chlordécone, hein, ce produit horrible utilisé en Martinique et en Guadeloupe pour traiter la banane. Sur une quinzaine d'années, ce produit interdit totalement. On savait qu'il était très dangereux. Pour gagner 5 centimes sur le prix du kilo d'une banane, on a tué les sols et puis l'environnement martiniquais et guadeloupéen pour 2 siècles. C'est ça, l'immédiateté du monde politique dans lequel nous vivons. Où sont les neurones d'Homo sapiens, hein, sapiens? On n'aurait jamais dû, bien sûr, faire des choses comme ça. Alors, voilà les plaies de l'écologie. Eh bien, productivisme agricole, on peut changer. Il faut de la polyculture et il faut, bien sûr, être un système différent où on stoppe les produits dangereux et puis on travaille en polyculture, ça marchera bien. On a plein de gens qui savent faire ça. On peut changer, on peut faire. L'eau, j'en ai dit 2 mots tout à l'heure, l'eau, ben évidemment qu'il faut qu'on la préserve, qu'on la garde, qu'on la choye. L'eau, c'est la vie, je viens de vous le dire. Ensuite, bien sûr, il y a la question qui touche, si ça arrive à marcher, la suivante. La pêche. Pêcher, c'est bien. Surpêcher, c'est stupide. La suivante, c'est la vie. Il faut absolument qu'on arrête de massacrer la vie. Donc nous sommes responsables de ces questions-là. La forêt qui s'en va, on parlait tout à l'heure de l'Afrique, et la forêt qui s'en va, ce n'est pas que le rôle des grandes multinationales. Les 700 millions de femmes africaines qui vont couper du bois dans la forêt à côté pour chauffer de l'eau, quand est-ce qu'on va les aider à passer à autre chose? Sans passer par les cases charbon et pétrole. On peut le faire. Elles sont encore dans la préhistoire. En passant à du solaire ou en passant bien sûr à de l'éolien. Ensuite, c'est la question, bien sûr, si j'arrive à avoir la phrase, c'est compliqué. Hein. Le vivant s'en va, on continue, on vient d'en parler. La pollution. On pollue partout, même des zones où l'humain n'est pas. Ça, c'est une vraie catastrophe. Vous pouvez me le passer, s'il vous plaît? Voilà, ces 6 aspects-là, nous pouvons vraiment les régler. Celui où c'est trop tard, c'est le dernier, c'est le climat. On ne peut plus empêcher le climat de changer, il fallait s'en occuper avant. Donc qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? C'est effectivement baisser nos émissions, deuxièmement, nous préparer à ces changements. Je vais vous dire pourquoi. On est ici ce matin dans l'amphithéâtre de l'hôtel de région, ici à Lyon. Nous respirons l'air de la pièce qui est là. Il y a du CO2 dans cette air-là. La moitié de ce CO2 a plus de 100 ans. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais me mettre à engueuler les gens il y a 100 ans qui ont émis du CO2. Puis nous continuons à en mettre. Voilà pourquoi ça ne peut pas s'arrêter du jour au lendemain, ce problème de changement climatique. Il faut le prendre à bras-le-corps, bien évidemment. Commencer à enlever le CO2 qu'on a déjà mis, sans le charbon et le pétrole, bien évidemment. Et tout ça relié amène à nos inquiétudes qu'on évoquait tout à l'heure, bien sûr. Je vais passer la suivante. Vous pouvez me la passer, s'il vous plaît? Voilà, la courbe la plus terrible que j'ai à vous montrer ce matin. En vert, c'est le vivant sauvage. Voilà, ce vivant qui s'en va. Ici, là, voilà. Il y a 10 000 ans, eh bien, il s'en va, ce vivant. Nos éléphants, nos girafes, nos baleines, nos micro-organismes, bien sûr, aussi, et puis nos oiseaux. 30% des oiseaux en 12 ans en France. 30% des oiseaux dans les champs agricoles. 75% des insectes qui volent sont partis en 27 ans. C'est là qu'il faut qu'on réagisse. Hein. Je ne vais pas continuer une longue litanie et m'accabler sur la situation. Il faut réagir, bien évidemment. Et en bleu, sur les animaux domestiques, et en rouge, les humains, en biomasse. Donc on est sur une planète demain. Un ami qui était à Orsay, qui s'appelait Franck Courchamp, disait « Si on continue comme ça, le seul gros animal qui restera sur la Terre demain sera la vache. » Est-ce qu'on a envie de ça, tous ici, ensemble? C'est une vraie question. Vous voyez que la biodiversité, c'est largement aussi important que le changement climatique. Le monde politique s'en empare de plus en plus. On nous parle du vivant maintenant, bien sûr. Hein. C'est extrêmement important. Passez à la suivante. Voilà, donc voilà la question qui a été posée par des écologues américains il y a une dizaine d'années. On détruit et on pollue. On surexploite les pêches, par exemple, la forêt tropicale, bien sûr. Hein. Si vous pouvez me les passer, s'il vous plaît. Ensuite, on dissémine tout partout. On met des espèces qui n'étaient pas là dans de nouveaux écosystèmes, et ça abîme beaucoup le système, bien évidemment. Et puis enfin, le climat change. Ça, ce sont les raisons. Si j'arrive à passer, je suis trop loin, je ne sais pas pourquoi ça passe. Voilà, tout ça, c'est la somme de ce qu'on vit aujourd'hui. Regardez celui-ci. Il s'appelle Alexandrium. Il est joli comme tout. C'est un petit dinoflagellé qui vit dans l'océan. Si vous l'embêtez,
il produit une toxine qui tue un humain en 20 minutes. Et il fait le tour du monde, gratos, dans les cuves de grands pétroliers géants. 300 000 tonnes d'eau de mer à Rotterdam, relâchées à Abu Dhabi. C'est pas possible de continuer dans ces conditions-là. Et c'est là que on manque beaucoup de pédagogie. Il faut commencer. Alors l'écologie, pour moi, c'est pas un parti politique. Je suis un écologue, je ne suis pas un écologiste. Hein. Je fais une grosse différence entre les deux. Il n'y a pas d'idéologie dans ce que je raconte. Tout ce que je vous raconte là est basé sur de la science. Et si on ne raconte pas des choses basées sur la science, on va que vers un monde de fake news. Et c'est le problème de nos jeunes aujourd'hui. Moi, quand j'avais leur âge, je lisais un livre, c'était à peu près vrai ce que je disais. Eux, la moitié de ce qu'ils lisent est faux. Et instrumenté par des lobbies qui veulent nous faire croire des choses qui sont fausses. L'argent dépensé par les grandes compagnies pétrolières pour stopper notre adaptation au changement climatique, c'est plusieurs centaines de milliards de dollars par an. Ils savent qu'ils ont perdu. Ils vont continuer à faire du business. Pendant combien de temps encore? Et c'est comme l'histoire de ma chlordécone tout à l'heure. Quand est-ce qu'on va enfin accepter de changer? Je passe, ça c'est l'espèce qui disparaît, je passe sur la suivante. Même ceux qu'on aime, on n'est pas capable de les sauver. Tu vois, Juliette, on a fait un travail sur la publicité. On a pris 20 000 publicités dans le monde entier, en toutes les langues, qui ont un nom d'animal. Le café perroquet, la crêperie des mouettes, le thé l'éléphant, le chocolat lion, la voiture Jaguar. Et on les a classés. Les 10 premiers, ceux-là, ils sont sauvés puisqu'on en parle tous les jours. Eh bien non! Il reste 8% des lions, 7% des guépards et des tigres. On a tué la moitié de nos éléphants, je disais, en 40 ans, des girafes aussi. Même ceux qu'on aime, on n'est pas fichus de les garder avec nous. Donc ça qu'il faut un grand mouvement général de vous tous. Hein. C'est pas quoi un problème du monde politique. Hein. Le monde politique, en plus, il est formaté pour réagir à très court terme. Je leur dis souvent, si vous êtes obsédé par votre réélection, ça ne marchera pas. On est élu pour 5 ans, 3 ans, sur un petit terrain. Nos questions, elles affectent toute la planète. Et c'est là qu'il faut un changement et un réaccord entre le monde politique, le monde scientifique, le monde, bien sûr, aussi des citoyens et des ONG. Je racontais une anecdote hier. J'étais invité récemment par la première ministre du Danemark, il y a 2 mois, à Copenhague. Et je lui dis, madame, je vous aime et je vous embrasse. Vous avez refusé de vendre le Groenland à M. Trump à la fin du mois d'août. Alors, je lui dis, c'est très bien d'avoir fait ça. Je dis, vous savez ce qu'il fallait faire en réponse à M. Trump? Il fallait dire, écoutez, vous voulez le Groenland, moi je vais acheter l'Alaska. Et c'est là que le débat est lancé au niveau général. Et elle avait réuni des scientifiques, des écologistes extrémistes. Elle avait pris les groupes les plus violents. Elle avait pris Sea Shepherd, Rewild, par exemple, Extinction Rebellion. Et puis, des scientifiques. Et je lui dis, il manque un 4e pilier, c'est l'entreprise. Hein, on va passer au dernier volet. Et donc, elle m'a dit, oui, parce que chaque communauté scientifique, écologiste ou bien politique, on s'est rendu compte qu'on n'arrivait pas, nous, à faire changer les choses. Il manque un 4e pilier, c'est l'entreprise. Et donc, on va se revoir au début du mois de mars à Copenhague, à nouveau, cette fois-ci avec le monde de l'entreprise aussi. Peut-être que tous ensemble, si on s'y met en même temps, de façon collective, ça a été dit, on pourra peut-être, bien sûr, faire changer les choses. Alors justement, l'entreprise, Gilles, de quelle manière elle peut intervenir dans son quotidien, dans ses obligations, dans ses objectifs et même dans ses profits, quelque part? Alors d'abord, je montre juste cette dernière image avant. On va revenir à la femme africaine que j'aime beaucoup. Je les ai découvertes en particulier lors de la COP 21, quand Ségolène Royal avait réuni ses femmes au Bourget à Paris, et qu'il y avait des Tchadiennes, il y avait des Ougandaises extraordinaires, qui nous racontaient des choses. La femme n'a pas la même perception de ces questions-là que le garçon. Elles ont des solutions que les garçons n'ont pas. En Afrique, ces filles vont tous les jours chercher de l'eau à 15 km. 20 fois, je me suis arrêté pour mesurer le volume de ces bidons de plastique rouge chinois. 17 litres, 17 kilos, sur la tête, dans les bras, sur le vélo. Quand vous faites ça, les filles, vous n'allez pas à l'école. Vous n'avez pas de salaire pour faire cela, bien évidemment. En Afrique, les femmes ne sont jamais propriétaires des terrains sur lesquels elles sont. C'est même interdit par la loi du Kenya. Et en plus, elles font des mauvaises rencontres en route. Ça commence à faire beaucoup. Et c'est un très beau symbole, justement, de nos questions d'écologie. Ces relations entre l'eau, la déforestation, le climat qui change et le rôle des filles. La démographie, remettez les filles à l'école. Hein, il y a une très belle courbe. Plus une femme est éduquée, moins elle fait de mômes. Hein.
Et ça, c'est extrêmement important de le reprendre, en fait, et de le raconter, et d'aider le système pour qu'il puisse fonctionner. Voilà, donc pour revenir au rôle de l'entreprise là-dedans, l'entreprise doit simplement réfléchir à une chose, c'est que aujourd'hui on change. Moi, je travaille beaucoup avec les gens qui font ce qu'on appelle les entreprises à mission, aux États-Unis et en France. Le but de l'entreprise est forcément de faire du profit, évidemment, puisqu'elle doit créer de l'emploi. Moi, ça me va très bien. Tous mes amis chefs d'entreprise, je les respecte profondément, ils ont créé de l'emploi. À une condition. On ne fait pas de profit, on se le refuse, et on ne crée pas d'emploi en détruisant la nature ou en la surexploitant. C'est jouable, hein? L'autre jour, j'étais à l'APM à Lyon, et à Annecy, et quelqu'un me dit « Oui, alors ce que vous voulez, monsieur le professeur, vous voulez que je démolisse mon entreprise pour sauver la planète ?» Quelle connerie! Je n'avais jamais dit ça. Ceux qui me connaissent savent bien que je ne dirais jamais une telle connerie. D'abord, ce n'est pas la planète qu'on est en train de sauver ici. S'en fout, la planète. Qu'est-ce que l'on lui fasse à la planète? Elle a 5 milliards d'années, elle a encore 5 devant elle. Elle continuera. On la gratte un petit peu, c'est tout. C'est l'humain dessus qu'il faut sauver. Le MEDEF m'avait invité l'an dernier pour son école d'été. C'était à Juilly-en-Josas en août 2018. Et il me dit, Gilles, venez nous faire un exposé devant 5000 patrons français. Il me donne le titre de la conférence, « Sale temps pour la planète ». Je leur dis, vous savez, j'ai commencé ma conférence en disant, le sale temps, il n'est pas du tout pour la planète. Il est pour les humains qui sont dessus et pour les entreprises qui sont dessus. Donc l'entreprise, elle fait du profit, très bien, mais aussi, elle crée du lien social, l'entreprise. Elle a un vrai rôle développemental, environnemental. On parle de la RSE. Alors c'est intéressant la RSE parce que jusqu'à encore très récemment, ce n'était pas très important. On faisait parce que l'État nous obligeait. C'est toujours des femmes qui dirigeaient la RSE. Comme ce n'est pas important, on mettait une femme à la RSE. Faites le tour des entreprises, vous verrez, c'est quasiment que des femmes. À la RSE et à la communication. Je dis récemment, dans une entreprise, il y avait 20 patrons d'entreprise, une femme, à la RSE évidemment, tous habillés pareil, le même costard noir avec une cravate. Et là, ça me rappelle une histoire que j'ai vécue en rentrant de Strasbourg dans le TGV, quand il marchait un jour. Un type en cravate, beau costard, belles chaussures, qui dit au contrôleur « Mais j'en ai marre, je ne vois pas la nature, vos vides sont trop sales ». Le contrôleur dit, écoutez, monsieur, il a neigé 3 fois depuis 2 jours entre Strasbourg et Paris. On n'a pas eu le temps de laver le train. Il recommence. Alors là, ça commence à m'échauffer les oreilles. Je me lève. Je lui dis, monsieur, vous voulez qu'on lave un train tous les jours avec une molécule qui fait les 3/4 d'un bébé à la naissance? Il a compris que ça allait mal se terminer notre histoire. Et c'est rassis. Comment il avait été éduqué? C'est là qu'il faut qu'on reprenne nos vraies valeurs, le vrai sens de la vie. L'entreprise a un rôle important de formation. Vous allez me dire, ouais, mais on les recrute trop tard. Non, c'est pas vrai. Je pense que l'entreprise a aussi un rôle de formation. Il faut que le patron d'entreprise y croit très fort. S'il n'y croit pas, ça ne marchera pas. Et je me rappelle Act for Nature. L'entreprise française, l'an dernier, c'était le 10 juillet 2018. Nicolas Hulot était là. Il n'était pas encore parti. Et on réunit les 100 entreprises françaises les plus performantes qui s'engagent, comme elle l'avait fait pour le climat 6 ans avant, pour la biodiversité. Donc j'ai écouté le message, par exemple, du patron de Michelin, Sénard, qui a un très beau discours. Il y avait des gens très bien. Je n'ai pas été convaincu du tout par Bayer et BASF, ça c'est clair, ça. Et puis, on s'engage, parce que justement, on ne va pas faire que du profit, on veut aussi être capable de gérer ces questions qui sont autour de nous. Ils ont bien compris, les patrons, qu'il n'y aura pas de business possible. C'est tout part en pilou, comme on dit en Bretagne, entre la question de biodiversité et les questions de climat. Et c'est là qu'il y aura un hiatus monstrueux du Premier ministre, je vous le raconte parce que depuis la prescription, qui présente Nicolas Hulot. Alors Nicolas me disait toujours, j'ai travaillé 2 ans avec Ségolène, 2 ans avec Nicolas Hulot, et puis il me disait, je suis tout seul, on ne m'écoute pas en Conseil des ministres. On lui faisait des blagues pas très marrantes. Le Canard enchaîné sort un jour un gros entrefilet, c'est en mai 2018. Les couleuvres en France sont en voie de disparition. Je me dis, c'est pas possible, au muséum, je ne savais pas. Les couleuvres aussi s'en vont? Oui, M. Hulot les avale toutes. Bon. Effectivement, ça commençait de façon un peu catastrophique. Et là, il le présente avec un lapsus monstrueux, M. Nicolas Hulot, ministre d'État de la transition écologique et solitaire. Un lapsus, c'est un lapsus. Il y a quelque chose dans le cerveau reptilien de derrière là-bas qui fait des choses qu'on n'a pas envie de dire. Tout ça est lié. Donc moi, je crois très fort au monde de l'entreprise pour nous aider à changer. Je vais passer peut-être une dernière image, si tu me permets. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors le climat, on le voit surtout de l'espace. Donc, satellite qui nous donne les 3/4 des informations qu'on a aujourd'hui viennent de l'espace. Là, je suis avec Thomas Pesquet et puis Bertrand Piccard, l'homme de Solar Impulse, au Congrès mondial des astronautes il y a 2 ans à Toulouse. Et on reprend ces questions-là.
Oui, la mer est montée très vite. Il y a 19 000 ans, ici à Lyon, où on est ce matin, la température de l'air et du Rhône était 4 degrés plus basse. Et la mer, un peu plus loin, était 125 mètres plus basse. Et ce n'est pas des petites différences de quelques centimètres, 125 mètres plus basse. Ils n'ont pas dessiné Cosquer en apnée, les types. La grotte, elle est 15 mètres. C'est au niveau de la surface aujourd'hui. Donc ça, c'est très important et c'est corrélé avec ces histoires, bien sûr, que j'évoquais à l'instant de disparition du vivant. Alors, je vais passer là-dessus rapidement. Vous pouvez me passer celle-là? Passez. Vous pouvez lire tranquillement. Quelle nouvelle agriculture? Nous voulons des coquelicots. Quand vous roulez 100 km sans en voir un, ça veut dire que tout est pourri. Il n'y a plus de vers de terre, il n'y a plus rien dans vos sols. Vous en voyez un de temps en temps. Ce n'est pas le rôle du paysan de faire des coquelicots. Mais d'en avoir quelques-uns, d'abord votre cœur bondit dans votre poitrine, c'est beau, c'est poétique, c'est sympa. Et ça veut dire que tout n'est pas foutu en dessous. Donc nous voulons des coquelicots. La suivante. Voilà, ce qu'on oublie souvent, c'est que le climat qui change affecte le vivant, ça c'est clair. Mais maintenant, on démontre très bien, nous, que le vivant qui s'en va, la déforestation en Afrique par exemple, change le climat. Si vous enlevez les arbres, il ne pleut plus. Quand il ne pleut plus, il n'y a plus de paysans. Quand il n'y a plus de paysans, on va s'accumuler à la périphérie des villes et on vit sans droit. Imaginez les femmes dans la périphérie de ces grandes villes africaines qui ont quitté leur terre. Il n'y a plus d'arbres chez elles. Voilà, la mer, je vais passer rapidement. Voilà ce qu'on fait de la mer, c'est pas mal ça. Voilà, on ne peut pas détruire l'océan. On détruit le rivage de l'océan. La suivante, c'est simplement une plongée chez moi à Bagnous. Ça, c'est donc les surpêches, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Ça, c'est des grands thons albacores aux Seychelles. Voilà. Tous les gros poissons ont été extirpés de l'océan. Il n'y en a plus. Oui, il y avait des concours de pêche. Ça, c'est un truc de mâle, ça, humain. Les mecs, il faut des gros trucs. Alors, je vais pêcher le plus gros poisson, je suis le plus fort. Je passe à la télé, j'ai pêché le plus gros poisson. Et on prenait des poissons de 1 tonne à la fin des années 1920. Aujourd'hui, on est champion avec 140 grammes. La virilité, elle a pris un sacré coup quand même. Et c'est partout comme ça sur la planète. Je dois terminer. Voilà l'océan beau, le corail, les herbiers, les mangroves, la mer profonde. Et voilà l'océan aujourd'hui. Chez moi à Bagnouls. Je passe une dernière image. Vous pouvez m'avancer un petit peu, là je vais aller à la fin. C'est les maladies émergentes, je passe. Bon, donc on a fait IPBS, je passe aussi. Ça, c'était le 6 mai 2019, cette année suivante. Le Monde, il y a 2 ans, 15 000 scientifiques crient au chef d'État « Faites quelque chose, demain il sera trop tard !» Et le dernier paru, voilà, ce qu'on a sorti cette année au mois de mai. Le même journal, voilà, lisez un peu comment on communique sur ces questions-là, c'est pas inintéressant. Le même journal, les mêmes caractères sur la question de l'effondrement du vivant. Et le président Macron, il crie le 12 décembre 2017, il avait été élu il n'y a pas très longtemps, il dit « Nous ne prenons pas le chemin financier de réussir l'accord de Paris ». Je vais terminer. Donc voilà tout ce qu'il faut qu'on fasse, s'intéresser au climat, l'accès à l'eau, gérer les déchets spatiaux, les déchets nucléaires, le stockage du CO2. Et simplement, on a une technique qui est intéressante, nous, qu'on appelle les sciences participatives, où là, 10 000 personnes nous ont aidés sur 18 ans et ont montré que nos papillons ont fait 114 km vers le nord et nos oiseaux 33, liés au climat qui change. La suivante, et ça va être... Voilà. Et simplement, le biomimétisme, c'est le fait d'aller chercher dans le vivant des solutions à nos problèmes. Vous pouvez me la passer entièrement? On s'inspire des formes, on s'inspire des organisations, on s'inspire des choses très vertueuses comme le recyclage. Ce petit colopierre sait faire de l'eau. Lui, sait faire du béton armé. D'autres savent faire du verre à température ambiante, sans énergie. Et c'est ma dernière image, promis, après c'est celle-là. Non, après celle-là. Voilà, passez la suivante. Je m'arrêterai là-dessus. Qu'est-ce que le vivant fait beaucoup mieux que nous? Et voilà pourquoi notre économie actuelle ne marche pas. Le vivant innove tous les jours. Depuis l'apparition de la vie, on a dit 4 milliards d'années. Tous les jours, les entreprises du vivant innovent en permanence. Ils innovent pour tout le monde, y compris pour les gilets jaunes. Tout le monde s'en sert de ce que le vivant innove en permanence pour améliorer la situation. Tout se fait avec une énorme économie d'énergie. On fait du verre à 20 degrés, on fait du béton armé beaucoup plus léger que le nôtre, beaucoup plus résistant, souple sur un séisme. Il n'écrase pas les gens qui sont sous un bâtiment qui s'écroule. Le vivant, ensuite, ne produit jamais un produit qui ne s'est pas dégradé. Il fait des poisons extrêmement violents. Un venin de cône ou de crotale, c'est extrêmement dangereux, mais il sait le dégrader.
Nous, on a inventé 100 000 molécules depuis 1950 qu'on ne sait pas dégrader et que la nature ne sait pas dégrader. Le chlordécone dont je parlais à la Martinique, c'est un cyclohexane avec 8 atomes de chlore. Le chimiste qui a inventé ça savait très bien que jamais ça serait dégradé. Il devrait finir en prison pour des choses comme ça. On ne devrait plus permettre l'émission d'une molécule que l'on sait non dégradable par le système Terre. Il y a toujours un acheteur pour les déchets dans la nature. Et pour terminer, le vivant ne maximise jamais, il optimise en permanence. Et ma conclusion, elle est là. Pour rassurer Bernard. Stopper cette économie stupide et suicidaire actuelle qui consiste à faire du profit, à gagner de l'argent en détruisant ou surexploitant la nature. Si on arrive à passer ça, c'est jouable. Moi, j'y crois, je me bats depuis longtemps là-dessus. Alors, je sais que c'est pas simple, mais on doit changer. Dans quel sens? Et quand je vois les conclusions de la COP25 ce matin dans le journal, on a passé les mêmes courbes avec un an de plus, on a dit plein de choses, mais on ne prend pas les vraies décisions qui nous amèneront vraiment à changer et à vivre différemment. Et c'est l'affaire de tous. Du citoyen, du chef d'entreprise, de tout le monde, du système Terre, en rester proche, de l'humilité, tuer l'arrogance, surtout masculine, tuer l'imprévoyance et la cupidité. Malheureusement, les filles sont aussi cupides que les garçons. Ou alors elles sont amoureuses de mecs cupides, ça n'arrange pas les choses. Donc on est vraiment sur des choses qui sont tellement essentielles pour nous, et c'est là que pour les jeunes qui sont là, que j'adore, moi j'ai 2 filles et 3 petites filles, on se bat. Parce que ça ne sera pas attendre la fin de notre vie. L'année à risque, ça va vraiment être 2030-2040, quand il fera à Lyon 52 degrés avec le Rhône quasi à sec. Alors Gilles, justement, nous avons des petits princes et des petites princesses avec nous. On a fait un sacré tour de l'histoire, je dirais presque de l'univers et de la place de l'homme, de sa relation avec les autres vivants et les non-vivants aussi. Est-ce que vous avez, derrière ce cours magistral, quelques questions qui vous viennent à l'esprit pour Gilles? C'est pas facile, hein? Non, j'ai toujours. Je vais te donner le micro. Merci. Merci pour l'exposé qui était très clair. Est-ce que le profit est conciliable avec le développement durable? Et quelles démarches peuvent entreprendre les entreprises pour protéger l'environnement tout en faisant du profit? Je pense que oui. Encore une fois, c'est quel type de capitalisme on va mettre en place? Je l'ai un petit peu conclu. Si tu fais ton profit sans surexploiter ou sans détruire, que tu crées de l'emploi pour les jeunes, que vous êtes tous ici, ça ne me gêne pas. La question, c'est que l'entreprise doit s'interroger sur ce qu'elle fait comme produit, qu'est-ce qu'elle utilise, quels déchets elle produit, dans quelles conditions. Moi, j'ai plein d'amis chefs d'entreprise qui ont réussi à concilier les deux. Comment ils font? Ils ont une mentalité différente. Il faut qu'on mette en exergue le bien-être, déjà le plaisir du staff de l'entreprise. Une chose que je vis maintenant qui me touche beaucoup, depuis 2 ans, c'est très récent, les grandes boîtes que je vois me disent on n'arrive plus à recruter les meilleurs étudiants. Ils passent, mais ils ne reviennent pas. Les bons, ils ne vont pas là, ils vont ailleurs. Il y a une vraie éthique du système qui s'installe. Donc quand on me dit les jeunes, c'est eux qui bafouent tout, oui, il y en a. Comment des jeunes peuvent faire une queue de nuit devant la FNAC pour acheter le dernier modèle d'iPhone qui ne sert à rien? Comment ils ont été éduqués et élevés? C'est la vraie question. Ça, il faut balayer ça, bien évidemment. Donc beaucoup d'éducation, de pédagogie depuis le début, chez les tout petits. Moi, je voulais mettre un cours d'écologie à l'École nationale d'administration. Je suis allé, c'est Sarkozy qui m'avait dit oui, il n'était pas énarque, lui. Je suis allé, j'ai vu personne, le cours était facultatif. Donc c'est là que vraiment il faut changer les choses. Il faut en faire absolument partout. Donner de la science, enseigner les sciences de la vie et de la terre pour que les enfants... Ce qui est assez important pour vous, c'est non seulement les connaissances, mais l'esprit critique. Donc pour revenir à l'entreprise, oui, c'est jouable, mais sur des mentalités différentes. Peut-être pas les profits qui consistent à culbuter en 1 an ou 2 ans. Je prends un cas sur une entreprise que je connais bien, un seineur océanique de thon, chez moi à Banyuls, 4 millions d'euros l'investissement, hors accastillage. Ils le mettent à terre, ils le vendent en 2 ans, mais ils gagnent beaucoup trop d'argent trop vite. Donc c'est là qu'il faut changer ceci, bien sûr. Merci beaucoup, Gilles. Vous pouvez applaudir Gilles Boeuf qui a vraiment fait une démonstration.